Bonjour, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Bonjour madame. Oui, on vous entend. Très bien. Donc, je commence par partager mon écran. Voyez-vous mon écran s'il vous plaît? Oui, madame. Non. Bien, donc nous passons à l'entraînement de notre réseau de neurones. Donc la séance passée, le TP précédent, vous aviez en charge de faire la propagation en avant, donc faire des prédictions et seulement des prédictions, donc des multiplications. On applique une sigmoïde, donc on avait un réseau à 3 couches, une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. On va essayer d'utiliser ce même réseau et on va à présent l'entraîner en initialisant des poids aléatoires et en appelant notre fonction de la descente du gradient. Donc, pareil que la séance passée, donc, ce qui va changer dans le fichier que je viens de vous partager sur le Drive, c'est les données. Non, pardon. C'est les poids. Et donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai seulement changé les poids. Donc, c'est le même ensemble de données. Et on va utiliser cette fois-ci des poids différents. Donc, comme d'habitude, on ramène nos données. Alors, 5000 exemples et les caractéristiques. Donc, on a une caractéristique qui est le biais. Pourquoi j'ai 401? Ah oui, donc la dernière colonne c'est nos classes. De 0 jusqu'à 9, donc nos images. Et donc on continue. Une colonne pour le biais, donc la première colonne des 1, qu'on va concaténer à nos caractéristiques. Et bien sûr, nos étiquettes qu'on va mettre sur Y. Je lance ça. Les dimensions, donc on aura 400 pixels plus le biais, la première colonne, donc 401 caractéristiques, 5000 exemples et bien sûr 5000 étiquettes aussi. Visualisation aléatoire, donc même code toujours. Alors, donc, ce dont on a besoin pour la classification, donc la classification en utilisant le réseau neuronal, pareil que la classification en utilisant la régression logistique, c'est ce que vous avez fait durant le TP précédent. Donc, on va transformer ça, et ce que vous avez aussi fait durant le TP numéro 1. Donc, on va transformer nos caractéristiques, et vous vous rappelez qu'on a besoin le nombre de nœuds dans la couche de sortie sera égal au nombre de caractéristiques. Donc, on va appeler le nombre de lignes qu'il y a dans nos Y. Donc, le nombre d'exemples et bien sûr le nombre de classes. Ici, pourquoi j'ai rajouté un 1? Donc, c'est le nombre maximum de classes. On a 9 classes et je rajoute 1 pour donc 9 classes, plutôt 10 classes. 10 classes en ayant le 0. Donc, le maximum de Y, c'est 9.
En rajoutant un 1, on aura 10 classes. Donc, cette petite portion de code, c'est exactement pareil que la fonction qu'on a utilisée durant le TP1, toCategorical. Et donc, la première partie, c'est de créer nos étiquettes, nos vecteurs de vérité terrain. Et la deuxième partie, c'est de mettre à jour ce vecteur en mettant à 1 la classe en question. Donc, pour chaque classe, on va chercher son étiquette. Donc, pour chaque exemple, on va chercher son étiquette. Et à cette ligne, on va mettre le vecteur à 1. À cette ligne ou colonne? À cette ligne et à la colonne en question, donc à la colonne de la classe. Et donc, normalement, tout ça, j'avais déjà exécuté. Donc, on aura un vecteur, par exemple, pour le premier exemple, je sais que le premier exemple, c'est la classe 0. Donc, on aura 1 et tout le reste, ça va être des 0. Donc, 0 et toutes les colonnes. Voilà, donc pour la classe 1. Et donc, l'ensemble de données est fait de telle sorte à avoir, donc chaque 500 exemples font partie d'une classe. Et les classes sont dans l'ordre. Donc, si je prends la classe 500, donc j'aurai, pardon, l'exemple 500, donc j'aurai la classe 2, donc ce qui est le chiffre 1. 1000, donc j'aurai la classe 3 et ainsi de suite. Donc, exactement pareil que tout catégoriquement. Maintenant, on passe à la partie du réseau de neurones. Donc, pour les poids, donc on a les premiers poids, donc les poids de la première couche, donc 25 nœuds dans la couche cachée et 401 nœuds dans la couche en entrée. Donc, 400 caractéristiques qui sont nos pixels et une caractéristique qui est le biais, qui est le 1 qu'on a rajouté. Donc ça, c'est nos premiers paramètres. Deuxième paramètre, le W2. Donc, même architecture, exactement la même architecture, nombre de lignes de colonnes que le TP précédent. Donc, sauf que le contenu a un petit peu changé. Alors, les caractéristiques de notre réseau. Donc, 400 couches en entrée pour la couche d'entrée, bien sûr. Donc, la taille de la couche d'entrée, généralement, est calculée sans le biais. Parce que le biais, c'est toujours une valeur qu'on va rajouter à chaque étape. Donc, à chaque couche. Excusez-moi, j'ai mal à l'œil. La couche cachée. Donc, 25 nœuds, pareil. Donc, 25 auxquels je rajoute le biais. Et bien sûr, la dernière couche qui est de 10 nœuds pour les 10 classes, donc de 0 jusqu'à 9. Et bien sûr, donc pour la dernière classe, je n'ai pas besoin de biais étant donné que c'est la classe finale. Première chose à faire, c'est le calcul du coût. Alors ça, j'avais mis en bas. Donc pour le premier coût, donc la dérivée de la sigmoïde, on sait que la dérivée de la sigmoïde, non, donc la sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle z, sachant que z, c'est le paramètre en entrée, donc la sigmoïde de z, sigma de z, est égale à 1 sur 1 plus exponentielle de z. Donc ça, c'est une fonction qu'on a utilisée et réutilisée depuis le début du semestre. Maintenant, pour le calcul du coût, ce que je vous propose ici, donc c'est un premier calcul du coût sans régularisation. Ensuite, votre tâche va être de rajouter le terme de régularisation et de mettre à jour donc cette fonction. Pour cette fonction, donc j'aurai besoin en entrée de mes caractéristiques, de ma couche d'entrée, donc mes x,
pour chaque exemple, bien sûr, donc c'est toute ma base de données. Mes Y qu'on a transformés en vecteurs, donc chaque classe a été transformée en un vecteur de taille égale au nombre de classes et avec un 1 au niveau de la classe en question. Nos θ, donc les premiers paramètres, donc si j'utilise donc notre réseau et donc les 25, donc ici j'aurai 400 caractéristiques, donc 400 nœuds dans la première couche. Et dans la deuxième couche, on aura donc 25 nœuds. 400, on rajoute le biais, bien sûr. Et donc, on aura pour un nœud, on aura 401 valeurs. Et donc, en tout, notre θ, donc pour la première couche, notre θ de la première couche va être égal à une matrice de 401 lignes et de 25 colonnes. Donc, le biais plus les caractéristiques. Je mets les questions. Donc, le biais plus les caractéristiques qu'on multiplie. Donc, je multiplie la caractéristique par le poids. Et donc, ça, c'est pour le premier nœud. Donc, ça va être la première ligne. Pour le deuxième nœud, pareil, donc multiplication. Donc, ça va être la deuxième ligne. Et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai ici, c'est mon θ. Donc, ces poids, ces petites flèches. Donc, θ1 que j'envoie ici en paramètre. θ1, donc θ1 qui est de taille qui est de taille 401 fois 25. θ2, donc la même entrée que j'avais ici, donc je vais sortir le θ2, donc on aura en sortie 25 classes, donc ici on aura 25 nœuds, et donc pour les 25 on rajoute notre biais, et on fait des multiplications, donc pour la première, jusqu'à la dernière. Donc, première, 26 valeurs, donc 26 poids pour le premier nœud, 26 poids pour le deuxième nœud, jusqu'à 26 poids pour le 10e nœud, donc le dernier. Donc, en finale, on aura 25 fois 10. Donc, nos θ qu'on a ici. θ1, θ2, la taille de la couche cachée et bien sûr le lambda. Donc, dans ce code, le lambda n'a pas été utilisé et votre tâche, c'est justement d'utiliser lambda avec quelques explications que j'ai mis. Où est-ce que j'ai mis l'explication? Voilà. Donc, avec l'équation qu'on a ici. Bon, on va essayer de comprendre rapidement le contenu du calcul du coût sans le biais, sans, pardon, la régularisation, le terme de régularisation. Ensuite, on va jeter un coup d'œil sur le terme de régularisation et comment il sera calculé. Donc, si j'ignore cette partie, on va prendre seulement la première partie. Donc, le coût sans régularisation va être donc 1 sur m, la somme de la somme. Donc, i est égal à 1 jusqu'à m, c'est pour tous les exemples. Et k allant de 1 jusqu'à grand K, c'est pour toutes les couches normalement. Non, c'est pour les classes, c'est pour toutes les classes, pardon. Donc, k est égal à 1 jusqu'à grand K, c'est pour chaque classe. Et pour chaque exemple, on va essayer de calculer un coût. Donc, le coût global, ça va être le coût de chaque classe séparément. Et le coût de chaque classe
va être pour tous les exemples, donc ça sera la classe de l'exemple i multiplié par le logarithme de l'hypothèse de l'objet i pour la classe K. Et ça, donc, ça va être la somme pour tous les cas, pour toutes les classes. Donc, moins l'étiquette fois le logarithme, moins 1, moins la vérité terrain, fois le logarithme de 1 moins l'hypothèse. Bien sûr, donc YK ici, c'est un vecteur. Donc, pour chaque cas, je fais la somme, donc je vais sommer le vecteur des Y qu'on a transformé, donc qui était la transformation qu'on a fait en haut, qui était l'équivalent de to categorical. Voilà, donc si je prends juste cette partie, on va essayer de voir son implémentation. Donc on avait dit, si je reviens sur mon réseau, dans le réseau, donc la multiplication des poids avec les nœuds va nous donner quelque chose qu'on a appelé le Z. Donc le Z, qui était la combinaison linéaire des poids, θ, et des x, et des caractéristiques. Sachant que maintenant, les poids, ce n'est plus un vecteur, mais c'est plutôt une matrice. Donc en sortie, notre Z va aussi être une matrice. Donc 400 va être une matrice pour l'ensemble des exemples. Donc c'est un vecteur si je prends un seul exemple, et c'est une matrice si je prends l'ensemble de tous les exemples. Donc si je prends un seul objet, donc je vais imaginer que j'ai une image qui a certaines, donc première valeur qui est égale à 1. Ensuite, j'ai des niveaux de gris, donc 200, 100, 0, 0, etc. 50. Bon, je pense que j'ai perdu mon partage. Oui. Voilà, donc si je prends ça comme étant un exemple, exemple 1, x1, et donc ma matrice, mes poids, c'est une matrice, n'est-ce pas? Donc c'est une matrice qui va me donner plusieurs poids. Le nombre de caractéristiques que j'ai pour x1, c'est 401, donc j'ai 401, 400 caractéristiques, 400 niveaux de gris, plus le biais, donc le 1. Donc 401 valeurs, et pour ces 401 valeurs, j'ai besoin d'avoir en retour 25 valeurs. Je suis en train de créer de nouvelles caractéristiques. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force des réseaux de neurones, c'est que je n'ai plus besoin de définir des caractéristiques manuellement qui représentent au mieux une classe donnée, mais c'est le réseau qui va se charger d'imaginer, de créer des caractéristiques qui n'existaient pas au préalable. Donc j'avais 401 caractéristiques, 400 plus le biais, et on va essayer de créer 25 nouvelles caractéristiques. Donc θ, qui aura donc 401 colonnes et 25 lignes. Donc là, si ça n'a pas cette taille, donc c'est juste une question de prendre des transposés. Donc l'objectif, c'est toujours d'avoir les dimensions qui matchent. Donc, alors, ça, je vais mettre 401 colonnes et 25 lignes. Et donc, pour faire la multiplication, j'aurai besoin de transposer mon x. Donc, c'est x transposé multiplié par θ. θ de la couche 1. Donc, θ de la couche 1 va être 401 colonnes et 25 lignes. Donc, je prends mon x et je multiplie élément par élément, plus la somme. Donc, 1 multiplié par la première valeur, plus 200 multiplié par la deuxième valeur, plus 100 multiplié par la troisième valeur, etc. Donc, pour tout ceci,
j'aurai la première valeur. J'aurai un premier résultat. Ensuite, ce même x, je vais multiplier par la deuxième ligne de mon θ. Et j'aurai une deuxième valeur. Je prends le même x, je multiplie par la troisième ligne de θ, troisième valeur, et ainsi de suite jusqu'à avoir la 25e valeur. Et donc, cette multiplication qu'on est en train de faire, ça, on avait appelé le z. Le z de la couche numéro 2. Donc, l'activation, le z de la couche numéro 1 n'existe pas, étant donné que la première couche est déjà activée, c'est la couche des caractéristiques. Donc, si je prends ce x va être exactement égal à 1 de la première couche. Et donc, je n'ai pas de z de la première couche, c'est l'activation. Donc, l'activation de la première couche, c'est notre x. L'activation de la deuxième couche, c'est la sigmoïde. Donc, si je calcule le z, donc la sigmoïde, donc A de la deuxième couche, va être exactement la sigmoïde de la combinaison linéaire de la deuxième couche. Voilà. Donc, si je fais la multiplication de x par chaque valeur, par chaque ligne de θ, j'aurai 25 valeurs. À ces 25 valeurs, je vais appliquer une sigmoïde et j'aurai la deuxième activation, l'activation de la couche 2. Et je continue à faire ça pour tous les exemples. Donc, au final, on aura en fait le A2 pour tous les exemples. J'ai l'impression que j'ai perdu encore une fois ma connexion. Donc, activation de la deuxième couche. Et donc, pour tous les exemples, notre A de la deuxième couche va être une matrice qui contient combien de lignes, qui contient, bon, ça dépend de ce qu'on a utilisé comme indice, et on va dire que ça va contenir 25 colonnes et 5000 lignes. Donc, on aura un vecteur de 25 valeurs pour chaque x, donc pour chaque exemple de tout notre ensemble d'apprentissage. Donc, on aura 5000 vecteurs qui auront une taille de 25. Et ça, bien sûr, donc ça va être envoyé à la couche suivante avec des multiplications. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait sur le code. A1, c'est toujours notre x. Z2 va être, donc pour le Z2, donc ça va être la multiplication de x avec θ1. Si je reviens, donc c'était exactement ce qu'on a fait ici. Multiplication de x, multiplication matricielle, bien sûr, de x fois θ1. Mais dans notre cas, donc x, c'est l'ensemble de tous les 5000 exemples. Donc c'est ce qu'on a ici, Z2. Ensuite, on applique la sigmoïde pour trouver le A2. Ce A2, exactement ce A2. Et donc, ici, par souci de taille, donc si on avait initialisé au nombre de couches, au nombre de nœuds dans la couche cachée, donc Python aurait envoyé une erreur. Donc ici, on va initialiser le Z2 directement à 26 valeurs. Ensuite, donc Z2 qui aura donc la multiplication matricielle de notre x. Alors, x ou bien A1, hein. Donc c'est exactement la même chose. Je préfère mettre A1, comme ça, pour respecter les mêmes instructions qu'on a ici. Donc Z2, donc la deuxième couche, va être la multiplication matricielle
de l'activation précédente, donc qui est les caractéristiques, et de notre θ, de nos paramètres. On applique une sigmoïde sur A2, sur Z2 pour avoir le A2, pour avoir l'activation de la deuxième couche. Et bien sûr, on va mettre donc la première valeur de A2 à 1. Donc, c'est le biais. Donc, je reviens à mettre le biais à 1. Et on répète la même chose pour la couche suivante. Donc ici, si vous voulez optimiser ou vous voulez un petit peu changer, peut-être que ça serait intéressant d'avoir une boucle au lieu de séparer donc, chaque Z et chaque A. Et sinon, on peut garder tel quel. Ça répond aux besoins de ce TP. Donc Z3 qui va être maintenant la multiplication matricielle de A2, donc ce qu'on a trouvé dans la couche précédente, donc notre A2, et qui est exactement ça. Donc notre A2 multiplié par nos nouveaux poids qui sont nos θ2. Voilà, donc θ2 et A2, on applique une sigmoïde et on aura l'activation, la dernière activation. Et cette dernière activation, c'est en fait notre hypothèse finale qu'on doit comparer avec notre vérité terrain pour connaître notre erreur. Et donc pour l'erreur, c'est exactement ce qu'on a dans la formule. Donc moins y logarithme de l'hypothèse moins 1 moins y, 1 moins logarithme, logarithme de 1 moins l'hypothèse. Donc y moins logarithme de l'hypothèse, moins 1 moins y, logarithme de 1 moins l'hypothèse. Et bien sûr, on va sommer tout ça et on va diviser sur le nombre d'exemples. Et on aura donc le coût avant régularisation. Donc ce qu'on doit changer ici, c'est de rajouter cette partie. Et on sait que le terme de régularisation, qui est celui-ci, va être le paramètre de régularisation lambda donc deux fois le nombre d'exemples, fois la somme pour chaque couche, chaque paramètre de la première couche de la première couche, en fait, de la première couche vers la deuxième couche. Donc les paramètres, enfin, on va dire de la première couche, plus les paramètres de la deuxième couche. Donc nos paramètres au carré, donc de la couche L, au carré, plus les paramètres de la deuxième couche au carré, et on va multiplier bien sûr par le paramètre de régularisation. Donc normalement, il n'y a pas d'erreur jusqu'ici. Alors θj k de la couche L au carré, et on va sommer tout ça. Normalement, c'est ça. Voilà, donc pour vous, vous allez juste rajouter cette partie à votre coût. Et donc, on aura un coût avec régularisation. Donc, on pénalise nos paramètres θ. Y a-t-il des questions jusqu'ici sur cette première partie, s'il vous plaît? Des questions, des remarques? Ça va? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, pas de question. Normalement, vous entendez. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Donc, je continue. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment. Partie que vous devez maintenant implémenter, la partie la plus intéressante, c'est le calcul du gradient tel qu'on l'a vu durant la séance passée. Alors juste par rapport au PowerPoint, je devais l'arranger avant de vous l'envoyer, mais j'ai complètement oublié. Donc je vais essayer de faire ça d'ici l'après-midi.
Mais sinon, donc, dans le contenu du TP, enfin, j'ai repris normalement toutes les formules qu'on avait sur le cours. Euh, donc pour la partie de la propagation en arrière. Mais je vais essayer de mettre le support le plus tôt possible, donc le PowerPoint qu'on a utilisé. Donc, on passe au calcul du gradient. Donc, votre tâche, donc tâche numéro 1, c'est de rajouter le terme de régularisation. Donc, ça, c'est simple. Tâche numéro 2, c'est le calcul du gradient. Et là, vous aurez besoin d'implémenter Neural Network Cost Function afin de retourner le coût avec régularisation. Donc, vous prenez ça, vous arrangez comme vous voulez, et vous retournez d'abord le coût et le gradient. Donc, vous aurez deux valeurs à retourner. La première qui est notre coût, c'est un scalaire. La deuxième, c'est le gradient qui sera donc bon, vous êtes libre de retourner ça comme il vous semble. Donc, vous aurez un gradient pour le θ1 et un gradient pour θ2. Euh, donc, soit un vecteur pour θ1 et un vecteur pour θ2, soit une matrice pour θ1, une matrice pour θ2, soit un grand vecteur ou une grande matrice pour la totalité. Mais ce qui est important de faire, c'est de respecter pour le gradient une bonne structure que vous aurez besoin d'utiliser pour l'optimisation, pour la descente du gradient. Alors, le gradient du coup par rapport à chacun des paramètres du réseau, c'est ce qu'on va avoir besoin de calculer. Je rappelle rapidement le gradient de la sigmoïde ou la dérivée de la sigmoïde. Donc ici, c'est même pas le gradient, donc c'est la dérivée. La dérivée de la sigmoïde, donc sigma, donc la sigmoïde, je rappelle que sa formule, c'est 1 sur 1 moins exponentielle moins z. Et sa dérivée, c'est donc la dérivée de la sigmoïde de z, c'est la sigmoïde de z fois 1 moins la sigmoïde de z, qui est égal à a moins fois 1 moins a. Donc a, c'est notre activation. A, c'est l'activation d'une couche donnée. Euh, donc A, qui est la sigmoïde de Z, et c'est ce que j'avais, c'est exactement ce que j'ai mis ici. Donc notre A, pour une couche donnée, est égal à sigmoïde du Z. Et Z, c'est simplement notre combinaison linéaire, notre fonction linéaire qui prend donc les nœuds multipliés par les paramètres, les points. Donc, l'algorithme à implémenter pour calculer la dérivée est comme suit. Donc, pour chaque exemple de notre ensemble d'apprentissage et pour chaque nœud de la couche de sortie, on va essayer de calculer la dérivée. Donc, donc, pour chaque nœud de tout le réseau. Donc, d'abord pour chaque nœud de la couche de sortie, ensuite pour chaque nœud de la couche cachée, étant donné qu'on a des paramètres dans la couche de sortie et dans là où les couches cachées. Donc, dans notre cas, on a pris seulement un petit réseau simple, juste pour comprendre et renforcer notre compréhension des réseaux de neurones. Mais vous pouvez tomber, bien sûr, vous pouvez vous-même choisir un réseau qui est beaucoup plus profond que ça, donc plus de couches cachées. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de calculer la dérivée de chaque paramètre de chaque couche cachée. Donc, dans notre, dans notre réseau, donc pour chaque exemple de l'ensemble d'apprentissage et pour chaque nœud de la couche de sortie d'abord. Et pourquoi on sépare la couche de sortie des couches cachées? Car la couche de sortie, c'est la seule où on va utiliser les vérités Terra. Donc, delta de la couche 3, dans notre cas, donc la couche 3, c'est notre couche de sortie, est égal à l'activation de la couche de sortie moins la vérité terrain. Ici, le cas, qui peut me dire que représente le cas ici? Donc, delta K de 3 est égal à AK de 3 moins YK. Que représente le cas, à votre avis?
Essayez de réfléchir que représente notre cas. Donc, si je suis en train de calculer la dérivée de la couche 3 de K, ce sera l'activation de K de la couche 3 moins la vérité terrain de K, que représente notre K. Des idées? Pas d'idées? Dérivée? Ok, donc je vais laisser pour tous les autres, donc je vous laisse réfléchir jusqu'à la fin de la séance. Essayez de réfléchir ce que représente ce cas ici. Numéro du nœud, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est le numéro du nœud? Chaque nœud de la couche de sortie, calculer la dérivée. Oui. Donc je laisse ça. Je laisse ça jusqu'à la fin de la séance et on reprendra donc que représente notre cas. Pour chaque nœud de la couche cachée, le nombre d'itérations, non, ce n'est pas le nombre d'itérations. La classe, bien, bien. Donc j'ai 3 propositions. Donc quelqu'un pense que c'est la classe, d'autres pensent que c'est le nœud et d'autres pensent que c'est le nombre d'itérations. Je vous laisse encore réfléchir. Je reprends donc pour chaque exemple de l'ensemble d'apprentissage, pour chaque exemple, pour chaque nœud de la couche de sortie, je vais calculer la dérivée ou le gradient. Donc la dérivée de la couche 3 de K est égale à l'activation de 3 de K moins YK. La classe, le nœud ou le nombre d'itérations. Je laisse ça. Et est-ce que la classe est la même chose que le nœud, oui ou non? Bien. Bien. Donc, je laisse tout le monde réfléchir et on va confirmer ça à la fin. Donc, pour chaque nœud de la couche cachée, je vais calculer maintenant la dérivée. On a calculé la dérivée pour la couche de sortie et on va calculer donc pour chaque nœud de la couche de sortie, chaque nœud. Et maintenant, on va calculer pareil. Donc, pour chaque nœud de la couche cachée, la dérivée de notre θ, sachant que notre θ, c'est une matrice. Donc, c'est notre θ de la couche 2 multiplié par la dérivée qu'on a calculée précédemment, multiplié par la dérivée de la sigmoïde de la couche présente. Ça, c'est notre delta, c'est ce qu'on avait vu durant le cours. Donc, activation, d'abord calculer l'activation. Ensuite, je prends l'activation moins notre classe réelle. Classe réelle, c'est un vecteur. Activation, c'est un vecteur. Et la dérivée, donc, pareil. Donc, je prends la dérivée. Je vais multiplier par notre θ. Et je multiplie élément par élément. Donc, element-wise ici. Ce n'est pas l'opération matricielle, ce n'est pas la multiplication matricielle, mais c'est une multiplication élément par élément. Donc, de la dérivée de la sigmoïde de la couche précédente. Et bien sûr, la dérivée de la sigmoïde de la combinaison linéaire de la couche 2, ça va être égal à quoi, s'il vous plaît? Donc, sigma de z de 2. Ça va être égal à quoi? Vous connaissez? Sigma prime, pardon. Donc, sigma prime de z de 2. Ce sera égal à quoi?
quel sera le résultat de la dérivée de la combinaison linéaire de la couche 2. Réfléchissez s'il vous plaît. C'est très simple, on vient de le dire. Donc notre couche Z2, donc je suis à la couche Z2 et je veux calculer sa dérivée. Donc première chose qu'on vient de faire, donc la couche 3, donc j'ai un Y, donc ça c'est notre output, c'est l'hypothèse ou c'est l'activation, donc c'est A de 3, et on a notre Y réel. Donc, je vais dire que c'est la classe 0, c'est la classe du chiffre 0. Et ici, j'ai des probabilités. Etc. Donc l'activation, je vais faire des soustractions. Et tout ça, ça va être la première dérivée. Donc la dérivée du coût par rapport à 3. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé delta 3. Ensuite, à partir de delta 3, on va essayer de calculer delta 2. Delta 2 qui est celui de la couche précédente. Donc, je reprends. Donc ça, c'est nos nœuds. Et ça, c'est la couche 2. Ça, c'est la couche 3. Donc, à la couche 3, on fait la soustraction avec notre Y. À la couche 2, on fait la multiplication de ce qu'on a calculé avec la dérivée de la sigmoïde, la dérivée de la combinaison linéaire que j'ai ici. C'est ce qu'on a ici, la dérivée de la combinaison linéaire, la dérivée de notre Z. Et bien sûr, donc nos θ multipliés par la dérivée qu'on a calculée. Donc la dérivée qu'on a calculée ici, qui est la différence entre l'hypothèse ou activation de la dernière couche avec la vérité terrain, delta, qu'on va multiplier, ce delta qu'on va multiplier par nos θ et qu'on va multiplier par la dérivée de la sigmoïde de Z2. La dérivée de la sigmoïde de Z2. Donc l'activation de la couche numéro 2. C'est la couche qu'on a ici. Et donc la dérivée de Z2, c'est égal à quoi? Dérivée de Z2 et dérivée de la sigmoïde de Z2, c'est égal à quoi? La dérivée de la sigmoïde, c'est ici. Donc la dérivée de la sigmoïde, c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Donc, si je reviens ici, donc la dérivée de Z2, ça va être A2 fois 1 moins A2. Donc c'est l'activation de la couche 2 fois 1 moins l'activation de la couche A2. De la couche 2. Donc finalement, ce qu'on doit calculer, c'est delta 3 et c'est delta 2 et delta de la couche 2 va être A2
fois 1 moins A2, multiplié, multiplication élément par élément, du nombre de poids fois delta 3, donc fois la dérivée de la couche, de la couche finale, donc de la couche de sortie. Et le gradient, enfin, de chaque nœud et de chaque couche sera finalement le cumul. Donc on va cumuler ça pour tous nos exemples. Une fois qu'on aura cumulé pour tous les exemples, on divisera sur 1, on multipliera fois 1 sur m, le nombre d'exemples, ou bien on divise donc notre dérivée, donc notre delta, pour toutes les couches, et pour chaque paramètre, sur le nombre d'exemples. Et donc, on aura la dérivée du coup par rapport à chaque θ de notre ensemble, de notre réseau, et donc moyenné au travers de tous les exemples, donc 1 sur n. Voilà, je pense que tout est là. Y a-t-il des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment très simple. Donc, vous faites juste un forward pass. Ensuite, le calcul des dérivés, c'est très très simple. Donc, vous prenez juste l'activation, moins vos étiquettes. Vous aurez la première dérivée. Ensuite, vous aurez la deuxième dérivée, qui sera basée sur la troisième dérivée. Et donc, vous aurez toutes les dérivées cumulées sur le nombre d'exemples. Une fois que vous aurez ça, vous allez seulement diviser par le nombre d'exemples et vous aurez, donc pour chaque paramètre, donc en fait, vos deltas, les deltas de chaque couche seront une matrice qui sera égale à la taille de vos paramètres, donc de θ1 et de θ2. Donc si je prends delta 2, donc ça va être une matrice de 25, de 26 fois 10. Et si je prends delta 1, donc ça va être une matrice de 401 fois 25. 25. Et pourquoi on va calculer ça? Pour les soustraire à nos vrais paramètres et donc entraîner notre réseau. Entraîner notre réseau comme on a l'habitude de faire avec la descente du gradient. On calcule la dérivée et on soustrait aux paramètres réels à chaque itération. Et bien sûr, donc c'est très coûteux parce qu'on va le faire pour tous les exemples à chaque itération. Donc à chaque itération, on va calculer la dérivée pour tous les exemples. Et ici, donc, je pense, je ne sais pas si vous aurez des idées par rapport à l'implémentation, mais ici, je pense que vous devez absolument parcourir exemple par exemple pour cumuler vos dérivés. Normalement, on a besoin de parcourir exemple par exemple, et à la fin de la première itération, qu'on va cumuler, qu'on va diviser sur 1 pour avoir la dérivée cumulée de tous nos paramètres. Ensuite, deuxième exemple et deuxième itération. Donc, une fois qu'on aura les paramètres, première itération, on va les soustraire une fois qu'on aura les dérivés des paramètres, le gradient des paramètres, le gradient du coût par rapport à chaque paramètre, on soustrait et on répète ça. Donc, on répète tout cet algorithme pour minimiser le coût. Voilà, donc avec toutes ces explications, vous aurez en charge de développer ou de programmer ou de coder cette fonction qui va prendre donc vos caractéristiques, vos paramètres, les caractéristiques qui sont aussi l'activation de la première couche, votre vérité terrain, vos θ, donc vos paramètres à chaque couche, et donc à l'intérieur, vous allez créer votre gradient, et on voit ici que le gradient de θ1 va avoir exactement la même taille
que θ1 et le gradient de θ2 va avoir exactement la même taille que θ2. Et on essaiera de calculer à chaque fois les dérivés et de les cumuler pour chaque exemple. Et les exemples qu'on aura ici. Donc en faisant un forward pass, une propagation en avant, en calculant les dérivés du coût par rapport à chaque paramètre, en utilisant les fonctions, et en mettant à jour les paramètres. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Compute cost. Compute cost, ça, je pense que ça devrait être compute cost NN. Est-ce que j'ai appelé ça avant? Bon, alors ça, c'est le calcul du coût. Alors ici, c'est compute gradient. Erreur, c'est compute gradient. J'ai vu ça ici. Bon, ça, c'est le calcul du coût. Et ici, on a besoin de calculer le gradient. Alors, j'avais appelé ça un n cost function. Un n cost function. Bon, un n cost function qui devrait retourner et le coût et le gradient. Voilà. Et bien sûr, donc ici, vous allez juste reprendre exactement ce que vous avez implémenté pour la descente du gradient pour les paramètres que vous venez de calculer. Donc ici, j'ai mis juste un seul θ, mais bien sûr, donc vous pouvez mettre, séparer vos paramètres en matrice. Donc ici, soyez libre de changer autant que vous voulez et d'adapter votre précédente implémentation de la descente du gradient pour notre réseau de neurones. Autre chose, donc une fois que vous aurez fait ça, donc à ce delta, vous devez aussi rajouter. Alors ça, je ne sais pas si ça sera obligatoire. Donc essayez quand même d'implémenter ça avec régularisation. Parce que je n'ai pas mis les formules de la régularisation pour le gradient. Donc, si vous arrivez à reprendre la même chose, donc reprendre le même entraînement de votre réseau, mais cette fois-ci en rajoutant votre terme de régularisation. Et ça serait intéressant pour voir la différence entre l'entraînement du réseau sans régularisation et avec régularisation. Pardon. Donc c'est toujours très intéressant de voir l'impact de la régularisation sur un entraînement donné. Donc on l'a déjà vu avec la régression logistique multiclasse. Et on peut aussi ici le voir avec la classification multiclasse en utilisant les réseaux de neurones. Dernière partie, donc ça vous connaissez, c'est la prédiction. Donc c'est le forward pass. Predict, donc c'est exactement ce qu'on a vu pour le. Voilà, une grande partie est ici, une grande partie est là. Donc vous pouvez, soit vous avez déjà implémenté durant le TP précédent, soit vous pouvez utiliser directement ça. Donc libre à vous pour faire votre prédiction et essayer de voir le taux de classification que vous allez avoir. Donc, optionnel, vérifier votre implémentation. Donc, je pense que tout ça, ça va vous prendre un petit peu de temps. Optionnellement, vous pouvez vérifier votre implémentation et visualiser les poids. Visualiser les poids, ça, c'est intéressant. Donc, je vous ai déjà dit que la force des réseaux de neurones, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en vision par ordinateur et en reconnaissance d'image. Parce que l'objectif quand on fait de la reconnaissance d'image, c'est de trouver les caractéristiques qui représentent au mieux nos données. On ne le voit pas beaucoup avec des données textuelles ou des données chiffrées, mais lorsqu'il s'agit d'images, c'est très difficile de savoir comment, par exemple, nous, êtres humains, comment on arrive à distinguer différents objets.
comment on arrive à distinguer une voiture d'un animal, d'un être humain, etc. Et donc, très longtemps, on avait essayé de trouver les meilleures caractéristiques d'un objet donné ou d'une classe donnée. Donc, par exemple, l'être humain peut différencier entre, entre une voiture et un humain en utilisant les roues. Donc, une voiture contient des roues, un humain ne contient pas des roues. Donc, on devrait trouver quelque chose qui représente au mieux les roues. Et donc, pendant très longtemps, la recherche en vision par ordinateur était très centrée vers cette ingénierie de caractéristiques. Donc, comment trouver les caractéristiques qui représentent la donnée. Mais un peu récemment, enfin pas très récemment maintenant, une dizaine d'années maintenant, quand on s'est orienté vers les réseaux de neurones, car les réseaux de neurones créent eux-mêmes ces saliency points, ces points d'intérêt qui sont à l'intérieur d'une classe donnée. Et ça, on le voit si on affiche, par exemple, nos paramètres. Donc, si vous prenez votre réseau, donc je reprends le réseau, donc notre réseau, donc j'ai une image qu'on a divisée en 20 fois 20, donc on a 400 pixels. Et ces 400 pixels ont des paramètres qui sont le premier W, donc notre W1 ou notre θ1. Notre θ1 est une matrice qui contient 400 valeurs et qui contient 25 nœuds. Par exemple, qui contient 25 nœuds. Dans notre cas, c'est 25 nœuds. Donc, ce qu'on sait, c'est que ces premiers paramètres sont liés à nos pixels. Et ces 25 paramètres sont des choses nouvelles qu'on est en train d'apprendre. Donc, une des visualisations qu'on pourrait faire, c'est de prendre donc, la première colonne, donc, qui sont les 400 valeurs. On peut les transformer en une matrice de 20 fois 20. Et on essaie un petit peu de voir quelque chose qui ressemblerait à un feature map. Donc, quelles sont les zones que le réseau, pour lesquelles le réseau est en train de mettre le plus d'attention. Et ça, on peut le faire pour toutes les classes. Et on verra donc quand est-ce qu'un nœud donné est activé et pour quel type de classe. Donc, si je divise ça sur nos 25 classes, nos 25 nœuds, nos 25 nœuds de la couche cachée. Donc, on aura en fait 25 images. Les images, donc, on peut les afficher directement avec ImShow, CVShow, ou bien PLT plot, non, plt.imshow. Et ça va prendre, donc automatiquement, va afficher ça. Donc, surtout si je mets un CMAP égal à gray, donc ça va m'afficher directement une image basée sur ces paramètres. Donc, on prend nos paramètres, chacun de ces 25 paramètres. En utilisant un certain reshape, on va le transformer en une matrice de 20 fois 20, étant donné que j'ai 400 valeurs ici. Bien sûr, j'ignore le biais pour le moment. Je suis juste en train de visualiser le feature map. Les caractéristiques qui ont été apprises. Et donc, on affiche ça et on aura peut-être des valeurs qui se des grandes valeurs aux environs des régions qui nous intéressent et des petites valeurs aux régions qui ne nous intéressent pas. Donc, éventuellement, si j'ai un 6, les régions qui sont les plus activées vont être les régions que j'ai ici. Et donc, en fait, en faisant l'apprentissage, le réseau était en train d'apprendre quelles sont les régions d'intérêt qui intéressent le plus le réseau pour pouvoir distinguer entre les différentes classes. Donc, si j'ai un 7 aussi, les régions d'intérêt seront ici. Donc, à force d'apprendre,
Et à force de faire ces itérations d'apprentissage, le réseau, à chaque fois, va mettre plus d'attention sur ces régions où il y a un grand changement et ces régions qui permettent de distinguer entre les différentes images. Donc, en fait, ce que vous devriez avoir, ce serait quelque chose comme ceci. Donc, ça, c'est exactement les caractéristiques. Donc, pas vraiment les caractéristiques, mais les θ, nos paramètres. Et les paramètres sont en train de nous dire, voilà, le réseau va ignorer toutes les régions qui sont là, tous les pixels de toutes les images qui sont là, mais il va se focaliser beaucoup plus sur les régions qu'il y a ici. Et donc, on peut afficher ça pour θ1 et on peut afficher ça aussi pour θ2. Et ce qu'on dit généralement, c'est que dans un réseau de neurones, les premières couches vont vont rentrer dans le détail des objets, des exemples, dans le détail de la classe. Et plus on avance dans les couches, plus on aura une abstraction de la représentation de la donnée. Bon, ça c'est très utilisé, extrêmement utilisé en imagerie, mais j'imagine que dans d'autres domaines, c'est intéressant aussi à voir. Et donc, le dessin des paramètres, l'affichage des paramètres est toujours très intéressant pour savoir de quel côté ou sur quelle région le réseau est en train de focaliser son attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc, pour la partie renforcement, donc comme d'habitude, je vois qu'il y a certains étudiants qui rajoutent de l'information. C'est très bien. Donc, l'objectif, c'est surtout de renforcer votre compréhension avec tout ce que vous pouvez trouver et avec votre réflexion. Ça va? Des questions? Il y a des questions jusqu'ici. Pour le cas, est-ce que vous avez confirmé que c'était les classes ou les nœuds ou les itérations? Pour les itérations, c'est pas les itérations. Je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout les itérations. Donc, on a seulement, donc, ce qui nous reste, c'est la classe. Et la classe, on sait que c'est aussi le nœud de la dernière couche. Donc, effectivement, le K va représenter votre classe. Est-ce que l'objet appartient à la classe K? Oui ou non? Donc, s'il appartient à la classe K, c'est mis à 1, sinon c'est mis à 0. Donc, effectivement, on est en train de voir si l'exemple appartient à la classe en question. Et donc, bien sûr, c'est ce qu'on a sur le code que je vais repartager. J'ai changé des très petites choses. Donc, je remets une nouvelle version du TP. Mais c'est juste la modification que j'ai fait tout à l'heure. Hein. D'autres questions? Donc, on est d'accord sur le cas. Autre chose? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'avais autre chose à rajouter? Je pense que c'était tout. Très bien, tant mieux. J'essaie de voir s'il y a autre chose à rajouter.
Bêta A, bêta I. Normalement, c'est tout ce qu'il y avait. Euh, alors, j'avais une question. Vous tracez dans ça. Oui, dans le TP5, après avoir implémenté Forward, j'ai remarqué que la précision est trop faible. Alors, donc, j'avais une question de la part de Mohamed Fouad Hannani, ou Hannani, je ne sais pas. Donc, votre question, je ne sais pas si vous êtes là. Mohamed Fouad, est-ce que vous êtes là? Mohamed Fouad Hannani. Non, alors donc la question était la précision est faible en utilisant le forward pass dans le TP numéro 5. Normalement, non. Normalement, vous ne devriez pas avoir une précision faible. Est-ce que pour les autres, vous avez eu une précision faible pour le TP5? Est-ce que pour tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autour de 20%? Pour les autres, tout le monde a eu ce problème? Haiti, 97%. Normalement, le zéro, c'est la dernière classe. Oui, oui, je pense, c'est ce que j'ai remarqué aussi, car les points sont faits pour les classes anciennes. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué aussi en préparant le TP d'aujourd'hui. Euh, Effectivement, donc c'était ça le problème. Le zéro est la dernière classe. Donc dans ce cas-là, vous allez reprendre, donc vous allez un petit peu inverser euh, la classe 1 et la classe 10, la classe 9. Enfin, pas inverser, mais faire une roue. Oui, donc je vois que Ayoub a trouvé la solution et Abdallah aussi. Donc pour les autres, essayez de changer ça. Euh, Effectivement, donc comme le code a été entraîné sur MATLAB, et les poids donc, ils ont été entraînés effectivement sur les anciennes classes où le zéro était considéré comme un 10. Très bien, donc j'espère que... Et pour Ayoub et Abdelraouf, vous avez eu de bons taux. C'était quelque chose qui tourne autour de 97%, non? Très bien, très bien. Donc il fallait faire ça. Donc considérer que la classe 10, c'est la classe zéro. Bien, très bien, je vous remercie. Autre chose, d'autres questions par rapport au TP précédent? Alors je pense que c'est la même chose pour le TP d'aujourd'hui. Et normalement, vous devriez trouver pour le coût que je viens de calculer quelque chose qui s'approche des 11, mais si vous faites la même manipulation, donc classe 0 est égal à classe 10, vous devriez avoir un coût qui est dans les 2,28, quelque chose comme ça. Donc, je vais aussi vérifier et je reprends aussi le TP numéro 6. Ah, autre chose. Pour le TP, j'ai oublié de rajouter ça. Pour le TP6, il faudra initialiser vos paramètres aléatoirement, d'accord? Donc, ce n'est pas les paramètres que je vous ai donnés. Les paramètres que je vous ai donnés sont censés
être déjà entraîné avec bien sûr l'ancienne classification. Euh, mais là, donc, j'ai juste oublié de rajouter une cellule qui permet de générer aléatoirement des points. Donc, s'il vous plaît, générer aléatoirement des points. Bon, du moment que ces points ont été entraînés sur les anciennes classes, ça peut être utilisé pour réentraîner. Donc, peut-être que qu'il y aura une convergence plus rapide. Mais sinon, donc, si vous trouvez que vous avez une erreur, une grande erreur, et que ça prend du temps, donc peut-être que c'est plus intéressant de réinitialiser aléatoirement vos points. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en général en réseau de neurones ou en apprentissage automatique. Donc, généralement, on initialise aléatoirement, puis on entraîne. Voilà, normalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Plus de questions, ça va? Plus de remarques? Très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah.